Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier débat Moi député organisé par Nice Matin dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Aujourd'hui, c'est sur l'avenir politique de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes que nous allons nous pencher. Frédéric Maurice, chef de l'édition de Nice Matin, va animer ce débat avec moi. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter la deuxième circonscription ? Avec plaisir, bonsoir à tous. La deuxième circonscription couvre la moitié nord de Grasse et son arrière-pays, le moyen pays vansois et toute la partie montagneuse située au nord-ouest de notre département. Il n'est pas facile d'y faire campagne parce que c'est un vaste territoire, tout en relief en plus. 72 communes, le plus grand nombre de communes pour une circo des Alpes-Maritimes. On est en grande partie sur un territoire rural qui compte plus de 115 000 habitants, donc 89 000 électeurs. Parlons politique maintenant. En 2022, Lionel Tivoli avait fait partie de la vague de candidats du Rassemblement national qui avait été élu député avec 51,6% des voix face à Loïc Dombreval. Au premier tour, la candidate de la NUPES, c'est-à-dire l'ancêtre du nouveau Front populaire, était arrivée 3e sans toutefois parvenir à se qualifier au second tour. Merci Frédéric. Lionel Tivoli, vous êtes candidat à votre réélection. Vous êtes notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le candidat du Rassemblement national dans cette circonscription. Vous êtes également conseiller régional et délégué départemental de votre parti. Dans le civil, vous êtes dirigeant de société. Qu'est-ce que j'ai oublié dans votre présentation et qu'est-ce que vous rajouteriez ? Écoutez, pas grand-chose, que je suis le candidat de l'Union des droites. D'accord. Un mot sur votre suppléant ? Oui, mon suppléant Andrea Orabona, qui est conseiller municipal de la commune de Conségude sur la circonscription. Très bien, à mon tour d'enchaîner avec Leïla Tonnerre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la candidate investie par la France Insoumise au nom du nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter pour vous présenter auprès des électeurs ? Je suis surtout une citoyenne engagée, en fait. Je ne suis pas du tout politicienne dans le sens où ce n'est pas mon métier. Je suis engagée localement dans ma ville, qui est Grasse Centre-Ville. Et donc, je suis par ailleurs conseillère citoyenne, élue parent d'élèves et très localement active. Très attachée. Et très attachée. Tout à fait. D'accord. Votre suppléant ? Mon suppléant, c'est Sébastien Bracco, qui est donc également, donc il vient de Péménade. C'est un homme brillant et je suis ravie de travailler avec lui sur cette candidature. Alors sur ce plateau également, David Varonne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Horizon pour la majorité présidentielle. Vous êtes aussi maire d'Andon, dans l'arrière-pays grassois. Et vous êtes maire depuis 2020 et vous êtes commerçant. Qu'est-ce que vous ajouteriez à cette présentation ? Je suis aussi président du campus Provence Verte à Saint-Maximin dans le Var, ancien élève d'un lycée agricole. Je connais bien le monde de la ruralité. Et je m'attache tous les jours en tant que maire à défendre les intérêts de la ruralité et le haut pays. Un mot sur votre suppléant ? Ma suppléante, Ingrid Castin, qui est de Grasse et qui a travaillé dans les médias. Donc, et qui sera... C'est pas grave. Non, aucun problème. Bien au contraire, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un de fiable et de fidèle. Très bien. Et on finit ce tour de table par Simon Daragon. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes maître de conférence à l'université. Vous portez les couleurs des Républicains, mais encore. Vous avez dit l'essentiel, chef d'entreprise, passionné par la matière fiscale, qui est mon domaine de spécialité. Je suis maître de conférence en droit fiscal, je dirige un master de droit fiscal. Votre commune d'attache dans la deuxième ? Carrosse, je suis un enfant de Carrosse, de la deuxième circonscription. Très bien. Et un mot sur votre remplaçant ? Annick, qui est 3e adjointe à la mairie de Vence. Très bien, merci. Ajoutons que 3 autres candidats sont en lice dans la deuxième circonscription. Il ne nous est pas possible d'inviter malheureusement l'ensemble des candidats pour une bonne organisation de ces débats. Mais on va les citer. Il s'agit d'Ignana Poré-Rinck et Pierre Giraud avec l'investiture Reconquête, Florent Imbert et sa suppléante Sandrine Juel pour Lutte ouvrière, et enfin Patrice Mirand assisté de Myriam Cassarini pour l'écologie au centre. Alors, nous allons débuter par le bilan de ces 2 années, de ces 2 courtes années de mandat. Leïla Tonnerre, comment jugez-vous l'action de Lionel Tivoli depuis qu'il a été élu député ?
Moi, je suis ravie de vous rencontrer, Monsieur Tivoli. Vous êtes pourtant mon député et votre permanence est à 20 mètres de chez moi et je ne vous ai jamais rencontré. C'est dommage. Fallait y venir. J'y suis pas, j'y passe tous les jours en fait. D'ailleurs, je suis déçue parce qu'elle est fermée depuis quelques temps. Oui, on n'est plus élu, donc elle est fermée. Non, elle était fermée avant, avant la dissolution. Donc voilà, donc je suis ravie de vous rencontrer. Là, je suis étonné qu'on ne vous ait pas croisé dans le centre-ville. Pourtant, votre permanence s'est installée. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai changé de moyen, j'ai pris une permanence mobile simplement pour aller dans la ruralité. Donc c'est sûr que dans le centre-ville de Grasse, si j'y étais, vous auriez pu passer avec grand plaisir, mais je ne vous ai pas vu non plus. Ah ben, c'est parce que peut-être vous n'y étiez pas. Enfin voilà. Moi, le bilan, c'est que je sais pas, c'est l'absentéisme de votre mandat qui ressort. Et c'est dommage qu'il y a tellement à faire. Combien d'absentéisme ? J'étais présent à 90% des votes solennels. Ah ben, j'ai pas les chiffres précis. Ah ben, il faut les avoir si vous parlez d'absentéisme. Ah ben, pourtant, quand même. Enfin, globalement... On parle de choses différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, M. Tivoli est assez présent, effectivement, à l'Assemblée nationale. Si je comprends bien, vous lui faites le reproche d'être moins présent sur le terrain, c'est ça, hein ? Oui, sur le terrain. C'est bien clair. Ouais. D'accord. Alors, Simon d'Aragon, quel est votre regard sur le bilan de Lionel Tivoli ? Alors très, très concrètement et sans filtre, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Le retour qui vient d'être fait par madame a été le même, présent à l'Assemblée nationale d'après ce que j'ai compris, et en revanche toutes les personnes... Ce qui est plutôt un bon point. Ce qui est plutôt un bon point, mais un retour des habitants de la circonscription depuis que je suis sur le terrain, c'est-à-dire depuis quelques jours, qui est généralisé et confirmé par tous, pas de présence sur le territoire et sur le terrain en circonscription. David Varron, est-ce que vous rejoignez le constat des deux autres candidats ? Alors, moi, je peux pas dire que j'ai pas rencontré Lionel Tivoli. Le problème, c'est que je l'ai rencontré quand il n'était pas député. Voilà, ça c'est un problème. Parce que depuis qu'il est député, il reçoit régulièrement les invitations de ma commune. Étant maire, malheureusement, il s'est rendu sur aucune de nos manifestations. Donc oui, moi je peux dire que malheureusement, le député Lionel Tivoli n'était pas vraiment sur le terrain. Voilà. Par contre, je l'ai vu intervenir à quelques reprises hors circonscription, dans certains domaines hors circonscription. Donc il faut lui rappeler que la circonscription, c'est la 2. Et l'important, c'est la 2. Quand on est député de la 2e circonscription, on représente les habitants de la 2e circonscription et on ne va pas papillonner ailleurs. On a tellement de problématiques sur notre circonscription en termes de mobilité, etc. On y reviendra. Voilà. Même si c'est un mandat national. C'est un mandat national, mais aujourd'hui, les administrés ont besoin de proximité. Voilà. Ils ont besoin de rencontrer leurs députés. Ils ont besoin de faire remonter les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il faut avoir contact avec sa population. En tant que maire, moi j'ai contact avec ma population tous les jours. Tous les jours. Et les problématiques, on les entend. Et on voit aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, et on sera là pour en débattre, qu'il y a une vraie demande de la population pour qu'il y ait un véritable dialogue et de véritables remontées de terrain. Voilà. Bien sûr. Alors, Lionel Tivoli, juste avant de vous donner la parole, on voit que les critiques se concentrent. J'ajouterais que tous les lundis, l'édition de Nice Matin publie une interview d'un maire et souvent, effectivement, les maires de la 2e circonscription se plaignent de ne pas voir assez le député, certains disent jamais, en tout cas, de ne pas voir assez le député de la 2e circonscription. Et j'ajouterais juste que c'est une critique que vous aviez faite à l'encontre de votre prédécesseur, Loïc de Broval, en disant on ne vous voit jamais sur le terrain. Alors maintenant que vous y êtes et que vous faites les mêmes critiques, qu'est-ce que vous répondez ? Je répondais que les critiques sont quelquefois fondées. On a 72 communes sur la circonscription. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dès mon élection, en juin 2022, j'ai écrit une lettre à tous les maires pour leur proposer une rencontre. Monsieur Varron, vous ne m'avez jamais répondu. Et je n'ai jamais vous invite régulièrement pas de son, pas d'image. Je vous ai proposé de nous rencontrer. Ensuite, j'ai fait plus de 300 déplacements dans la circonscription. Les retours que j'en ai sont, contrairement à vous, plutôt positifs. Beaucoup de maires qui avaient d'ailleurs appelé à voter contre moi en 2022, eh bien, je vous mets au défi, ces 13 maires, de leur demander s'ils appellent à nouveau à voter contre moi. Au vu du travail d'implantation qui a été fait, je crois qu'ils ne le feront pas parce qu'ils sont reconnaissants du travail d'implantation. Vous estimez les avoir convaincus, mais convaincus par quoi ?
par mon travail sur le terrain, parce qu'en réalité, je vous dis, c'est 300 déplacements, c'est 3 propositions de loi déposées et une proposition de résolution qui viennent directement du terrain. Par exemple, j'ai déposé une proposition de loi pour le droit de visite inopinée des députés dans les EHPAD. Cette proposition de loi, je l'ai tirée de ma circonscription quand il y a eu des décès dans des EHPAD de ma circonscription avance. La proposition de loi, par exemple, pour abaisser la majorité pénale à 16 ans, ce sont aussi des gens de ma circonscription qui me l'ont demandé, qui m'ont poussé à faire ces propositions de loi. Donc toutes les et là justement j'étais en train de faire une permanence mobile que j'ai les mettre en place pour le reste du mandat, parce que vous savez madame, on a une circonscription, 72 communes, ce n'est pas en ayant sa permanence qu'à Grasse, Avance, à Carrosse ou dans une autre commune que l'on peut aller voir les gens. Donc c'est ce que je voulais faire et ce que je ferai d'ailleurs si je suis réélu. Est-ce que vous y vivez maintenant dans cette circo, monsieur Tivoli? Je crois qu'il n'y a pas besoin de vivre dans cette circonscription, dans notre circonscription, pour pouvoir avoir une vision des problématiques des Français. Vous savez, par exemple, monsieur Dombreval, qui vivait dans la circonscription, mon prédécesseur, son mandat, ça a été une proposition de loi pour sauver les marmottes. Donc nous, on a des propositions crédibles. C'est peut-être du terrain aussi, c'est peut-être les marmottes qui l'avaient fait inspirer. Écoutez, je pense que les marmottes l'ont probablement inspiré, mais il a son successeur ici, monsieur Varone, qui pourra nous en dire plus. Alors Lionel Tivoli, il n'y a pas de marmotte sur votre affiche de campagne, il n'y a pas Éric Ciotti non plus, qui est pourtant sur les affiches d'autres candidats Rassemblement National. Pourquoi il n'y figure pas ? Écoutez, il n'y figure pas. On a dû, entre dimanche et aujourd'hui, créer des affiches. Il ne vous aura pas échappé que nous avions demandé la dissolution, que nous appelions de nos voeux, et que donc nous y étions prêts. Mon matériel était prêt, c'est simplement pour cette raison-là. Les visuels étaient prêts, j'ai voulu rentrer en campagne très rapidement, mais il me semble que le choix d'Éric Ciotti est clair. Il a appelé à l'union des droites pour un gouvernement d'union nationale, et par conséquent, je n'ai pas de doute sur cela. Et est-ce que vous estimez que le contrat est rempli ? Pour le moment, il y a très peu de députés qui ont suivi Éric Ciotti. Et ça, c'est à Éric Ciotti de le dire. Moi, je vois que... Vous aussi, en tant que cadre des... Oui, en tant que cadre départemental, ça, c'est des petites tambouilles internes. Je veux dire, bon, les Républicains ont fait, je crois, sur la circonscription, 7,5% aux dernières élections. L'union, pour un gouvernement d'union nationale, l'union des droites, était déjà faite, me semble-t-il. Les électeurs ont déjà choisi, les électeurs ont tranché. Il n'y a qu'à eux qu'on peut s'en remettre, en réalité. Est-ce qu'Éric Ciotti doit devenir ministre de l'Intérieur en cas de victoire du Rassemblement National ? Écoutez, ça, ce n'est pas à moi de le décider, ce sera en cas de victoire du Rassemblement National. D'avoir un ministre de l'Intérieur comme Éric Ciotti ? Pourquoi pas ? Écoutez, c'est quelqu'un qui est compétent, qui n'a pas varié sur ses idées liées à la sécurité et à l'insécurité. C'est quelqu'un qui a fait un choix clair, qui s'est mis en danger finalement politiquement, et par conséquent je le crois, mais ça c'est les prérogatives du Premier ministre et on n'en est pas là. Il faut que les électeurs nous fassent confiance massivement. Très bien. David Varone, est-ce que vous en voulez au président de la République d'avoir décidé de cette dissolution ? Écoutez, là, depuis 2 ans, on assiste quand même à un Parlement qui ne fonctionne pas bien. On le voit. On a dû procéder à Est-ce que ça va bien fonctionner après ? Il n'y a pas de garantie quand même. Hein. Mais il va bien falloir trouver un consensus. Moi, je suis gaulliste. Je suis pour un large rassemblement. Voilà, dans mon esprit gaulliste, de famille. Hein. Dans ma famille, on est gaulliste depuis... Même de ceux qui ne sont pas gaullistes alors ? Bien sûr. Bien sûr. Un large rassemblement de la gauche, du centre et de la droite pour faire un programme de gouvernement. Mmh. Et c'est ce qui sera important parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on redresse notre pays. Aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui doit prévaloir. Je pourrais vous dire, ça fait 7 ans que vos amis sont au pouvoir. Pourquoi avoir attendu 7 ans pour redresser le pays ? Ou alors est-ce que c'est eux qui l'ont tordu le pays ? Tordu le pays. Les réformes ne sont jamais faciles à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit trouver une large majorité. Tordre le pays, il y a eu des bonnes choses de fait aussi. Donc je suis pas de cet avis-là. Je pense que malheureusement, depuis 2 ans et les dernières législatives, la mandature a été très compliquée et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'éclaircir les choses, de voir qui veut faire front commun pour pouvoir aller dans l'intérêt de la France. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui. Quitte à ce que vous soyez, majorité présidentielle, largement perdant. Écoutez, au moins il y aura un éclaircissement. Moi, j'espère que nous ne serons pas perdants et j'espère que nous arriverons à trouver des alliés, une bonne coalition pour pouvoir gouverner le pays intelligemment et dans l'intérêt de la France.
Il y a un très fort rejet d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas le principal handicap aujourd'hui pour les candidats de la majorité qui, selon les sondages, arrivent en 3e position? Alors écoutez, moi, sur Emmanuel Macron, moi je me suis engagé en politique pour Horizon. Édouard Philippe. Oui, parce qu'il a mis au cœur les maires. Voilà, moi je suis maire d'une petite commune. Quand vous avez la grogne dans vos petites communes, les gens ne vont pas voir le député. Bon, déjà parce que le député n'est pas souvent là, donc ça va être un peu compliqué. Donc ils viennent voir le maire. Ils font remonter les inquiétudes. Donc de mettre cette organisation au sein d'Horizon en mettant au cœur les territoires. Parce que quand on met les maires, on met au cœur les territoires. Et en fait, ça nous permet de pouvoir faire remonter véritablement les difficultés de terrain. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé là-dedans. Je pense qu'il faut remettre les territoires, on les a trop souvent oubliés. Il faut remettre les territoires au cœur des principes de décision. Okay. Voilà. Léla Tonnerre, est-ce que vous avez conscience que l'image du fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est un vrai boulet pour la France, pour les candidats de la France Insoumise? Je dirais pas que c'est un boulet. C'est pas un atout. Je dirais que, encore une fois, moi je suis dans une logique locale et tout ce qui concerne le FI et tout ce qui se passe en national, évidemment ça nous concerne, mais je suis plus pour porter la voix des locales et en fait tout ce qui est embouille nationale, Il n'en reste pas moins que pour le nouveau Front Populaire, la question de Jean-Luc Mélenchon reste importante et centrale. Quel regard vous avez, vous, sur ce sujet ? Jean-Luc Mélenchon, c'est un poids lourd de la politique qui donc affirme des choses qui ne font pas l'unanimité en matière notamment de lutte contre les discriminations. Il met en avant des personnes qui viennent du bas de la société, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, et notamment à l'Assemblée nationale. Et en ce sens, je crois que s'il dérange autant, c'est peut-être aussi parce que on n'a pas envie de voir et en tout cas de donner un visage à un certain nombre de citoyens de ce pays. Et il a raison. Il n'a pas tort. D'accord. Simon d'Aragon, si vous n'êtes pas un LR ciotiste, est-ce que ça veut dire que vous êtes un LR qui penche vers Emmanuel Macron ? Absolument pas. Absolument pas. Je suis le porteur des voix de la droite républicaine, avec les valeurs que ça entraîne. Le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique. Une société fracturée, un pouvoir d'achat qui n'en finit plus de baisser, des élus locaux, nationaux qui sont totalement déconnectés du terrain, aucun cap fixé, aucune logique globale, un passage en force avec l'utilisation du 49.3 qui est certes un dispositif constitutionnel, mais utilisation excessive. Je crois que c'est pour ça qu'il était temps pour moi de m'engager, de m'engager pour être député de la 2e circonscription. Évidemment, Donc ça veut dire que vous condamnez votre parti quand il n'aligne pas de candidats dans certaines circonscriptions de France face à des candidats de la majorité présidentielle ? Alors, je suis là encore, moi, très éloigné de ces tambouilles politiciennes, vous le savez. Et tout ça, ça compte quand même, parce que vous dites tout ça, mais les étiquettes, vous savez très bien que ça va compter quand même. D'ailleurs, si vous avez des étiquettes, c'est pour tout ça. À fait. Et ces étiquettes, elles sont portées aussi par le contexte national. Donc on ne peut pas complètement s'en défaire en disant, moi, il y a juste le local qui m'intéresse. Complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs de la droite républicaine. Éric Ciotti, je ne le connais pas. Et j'ai le soutien de tous les cadres du parti, notamment du président du département, de l'ensemble des maires, députés et sénateurs de notre circonscription, et ça c'est le plus important. Éric Ciotti a tous les cadres du parti contre lui, mais est-ce qu'il n'a pas électoralement raison de se rapprocher du Rassemblement national et de prôner l'union des droites ? On voit dans les sondages que au moins la moitié des sympathisants des Républicains approuvent la décision d'Éric Ciotti. Sur le fond, non, puisque le programme du Rassemblement national, à titre personnel, ne me convient pas, ne me correspond pas. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez après. On peut évidemment trouver des points d'accord, j'imagine, sur la partie sécurité, notamment. On a des points qui se rejoignent, évidemment. Par contre, tout ce qui est points économiques, points fiscaux, qui sont mes domaines de spécialité, on est très loin. Lorsque je vois que le Rassemblement national, dans le programme qui est sorti, je crois, il y a quelques jours, suggère des dépenses qui s'élèvent à environ un dérapage de 100 milliards non financés. Je me demande comment on va faire. Moi, la fiscalité, je la connais.
Vous souhaitez réagir, monsieur Oui, Tivoli? je souhaitais réagir. Alors, deux choses. Je suis d'accord avec vous sur la gestion catastrophique d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous sur l'utilisation excessive des 49.3. Je me demande pourquoi vos collègues LR, Macron compatible à l'Assemblée nationale, n'ont pas voté les motions de censure consécutives au 49.3 si vraiment vous vous y opposez. Ça, c'est une première chose. Vous leur Concernant, vous êtes dans leur parti, donc en tout cas, je constate qu'ils ne les ont pas votés. Concernant les 100 milliards d'euros, concernant les 100 milliards d'euros, ces chiffres-là, ce sont les chiffres encore des macronistes que vous avez pris sur le programme des macronistes et qui ne reflètent pas la réalité du tout, parce que là, vous parlez des dépenses, mais vous ne parlez pas des économies. Par exemple, les 15 milliards d'économies possibles sur la fraude fiscale, les 25 milliards sur la fraude sociale, les 1,2 milliards sur l'aide médicale d'État, sur la suppression de l'aide médicale d'État, par exemple, que vos collègues n'ont pas voulu. Tout ça pour les plus pauvres, quoi. Vous allez prendre l'argent aux plus pauvres et vous n'allez pas taper chez les plus riches. Excusez-moi, tout ce que vous citez là, c'est a priori, ça concerne que les. Mais pourquoi la fraude? Non, mais la fraude fiscale et la fraude sociale, ça concerne les fraudeurs, pas les faibles. Ouais. Si je peux me permettre de répondre. Oui, bien sûr. Je veux bien qu'on emploie des termes généraux comme économie sur la fraude fiscale. Moi, je suis un spécialiste de la fiscalité, la fraude fiscale. L'économie sur la fraude fiscale, ça ne veut rien dire. Rentrons dans le détail, si vous le voulez. Expliquez-moi comment on va économiser 15 milliards. Sur quelle fraude fiscale vous allez économiser 15 milliards? Soyons précis. Écoutez, parlons par exemple des fraudes sociales. Nous avons proposé. Sociale et fiscale, c'est deux. Non, mais là, moi, je vous parle de la fraude sociale, puisque c'est la plus grosse économie. J'ai bien compris. Et d'ailleurs, quand on dit que nous n'avons personne pour gouverner, nous avons récupéré par exemple Charles Prats. C'est lui qui était chez vous, qui était le directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui est aussi fiscaliste et économiste, me semble-t-il, et qui a estimé cette fraude fiscale. Donc, à moins que vous qui est un des candidats d'Éric Ciotti. Absolument. Oui, mais donc, on ne peut pas à la fois avoir soutenu un parti, avoir soutenu une candidate, avoir soutenu donc son programme et contredire le programme de la même candidate sur ce plateau-là. À propos de programme, l'abrogation de la réforme des retraites, est-ce que c'est un engagement que vous prenez? Et surtout, est-ce que ça veut dire que vous prenez l'engagement du retour du départ à la retraite pour tous les Français à 60 ans, Lionel Tivoli? Non, ça n'est pas... On ne comprend pas très bien. Je vais vous l'expliquer clairement, ça a été très bien expliqué. En fait, pour toutes les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, nous proposons un âge légal de départ à la retraite à 60 ans, c'est l'âge légal, avec 40 annuités. C'est assez clair. Si on a commencé à travailler entre 18 et 20 ans, alors nous allons faire 40 annuités, nous pourrons partir à la retraite à partir de 60 ans minimum. Voilà. Mais en réalité, pourquoi ce choix-là? Parce que ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, ce sont ceux qui n'ont pas la chance d'avoir... Ok, on comprend. Mais sur les autres, rien ne changera, on n'abrogera pas. C'est-à-dire que là, votre réforme, tout ce dont on entend parler, c'est juste pour les gens qui ont travaillé entre 18 et 20 ans? Entre 18 et 20 ans, mais attendez... Et le reste, vous ne changez rien? Mais en réalité, monsieur, c'est que ce qui s'est passé, c'est que là, nous avons 3 ans de mandat, nous n'avons pas 5 ans pour tout faire. Par conséquent, il faut prendre des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat de nos Français, d'urgence sociale pour les retraites. La question des retraites ne fait pas partie clairement des urgences. Mais bien sûr, la question des retraites, ça sera traité très rapidement. Mais là, il y a une urgence sécuritaire, il y a une urgence économique et il y a une urgence liée au pouvoir d'achat. Et en 3 ans, il faut que nous fassions des choix par rapport à ce que nous avions proposé en 2022, où nous avions 2 ans de plus pour mettre en place tout cela. Donc globalement... Donc vous gardez la réforme des retraites, sauf pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, Exactement. pour être très clair. Oui. D'accord. Leïla Tonnerre, sur les retraites, c'est abrogation directe dès que le nouveau Front populaire arrive au pouvoir? Oui, il y a des mesures d'urgence qui sont prévues par le nouveau Front populaire. Donc, ce sont des mesures sociales, donc abrogation de la loi, augmentation du départ à la retraite à 60 ans pour tout le monde. À 60 ans, oui. C'est pas rien en termes d'impact économique. Hein. Oui, mais l'argent... donc moi je suis pas fiscaliste, mais je suis pas spécialiste en fiscalité. Je ne sais pas où on va trouver cet argent. Mais on sait où est l'argent. L'argent. Franchement, je suis intéressé. 100 milliards pour le RN, vous c'est 235 milliards d'euro. Où est-ce que vous prenez l'argent L'argent, on va le prendre déjà aux plus riches. On va rétablir l'ISF. Alors les chiffres, c'est 20 personnes par mois, hein. Donc voilà, donc on a aussi prévu de la division des tranches 14 tranches. 14 tranches, exactement, pour taxer en fait justement, et donc à partir de 4 000 euros, on est un peu plus taxé. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui gagnent 4 000 euros? Moi personnellement, je n'en connais pas. Donc l'argent, on sait où le trouver. Je suis pour le partage des richesses, vraiment, et la justice sociale. Et les inégalités sont
criante. Donc encore une fois, je vis dans un quartier politique de la ville où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Je suis entourée de mères, de familles monoparentales, de mères qui se battent tous les jours pour vivre avec très peu. Je vois des habitants courageux, avec de l'ambition pour eux et leurs enfants. Et en fait, je ne peux plus supporter ces inégalités entre les gens. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis engagée. Ça peut paraître naïf, mais c'est possible. Beaucoup d'économistes disent que c'est très très naïf, parce qu'ils disent que ce serait un chaos économique. Alors, j'ai plus la référence, mais il y a des économistes très sérieux qui se sont penchés sur le programme de la FI et qui ont dit que c'était un programme qui était tout à fait... Moi, je prends les noms. Je suis intéressé. C'est dommage, j'ai pas la référence, mais je vous donnerai... Parce que prolonger la discussion. Ouais, tout à fait. Parce que ce qui est frustrant quand même, moi, j'ai pris les mesures fiscales des deux partis, des deux extrêmes. Rassemblement national, première mesure qui a été avancée, exonération de tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans pour éviter leur départ à l'étranger. Absolument. Exonération de l'impôt sur le revenu. De l'impôt sur le revenu, tout à fait. Donc Déjà, une première mesure. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes. Alors, une excellente nouvelle. Moins pour les autres contribuables. Oui et non. Déjà, au niveau du principe d'égalité devant l'impôt, etc., je ne sais pas si ça passe. À mon avis, on est loin d'une réponse positive. Je prends ensuite suppression de l'IFI et en contrepartie, création d'un impôt sur la fortune financière pour taxer la spéculation. Donc ça veut dire finalement, on n'assume pas complètement de taxer les grandes fortunes. On était avec l'immobilier, on taxait l'immobilier avec Macron, maintenant on passe aux fortunes financières. Je prends un autre exemple maintenant concernant LFI. ISF, rétablissement de l'ISF avec ajout d'un volet climatique. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour le spécialiste de la fiscalité que je suis, encore une fois, on fait des grands termes, etc. Rétablissement de l'exit tax. L'exit tax existe encore. On a bien compris qu'effectivement, pour vous, économiquement, les deux programmes étaient... Et c'est surtout, c'est des grands termes sans précision. David Varonne, il y a un point qui est très contesté, c'est la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de la majorité ? Là, aujourd'hui, il faut réformer. Est-ce que c'est une erreur de la majorité ? Ce qu'il faut, en tout cas, c'est que pour pouvoir avancer et proposer des choses sociales, il va falloir rétablir les comptes publics. Là, c'est pas social, là, c'est antisocial, justement. Il faut dégager des marges de manœuvre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas la possibilité de mettre en place les politiques d'envergure. Moi, je fais du social, je donne un exemple simple sur ma commune. Voilà, je fais du social parce que l'éloignement fait qu'on rencontre finalement les mêmes difficultés que l'on peut rencontrer au cœur de Ville-de-Grâce, c'est-à-dire avec des gens qui ont du mal à se déplacer, etc. Nous, sur la commune, par exemple, on est parti d'un principe, c'est de réaliser des économies, de belles économies. Quand je cite ma commune, c'est parce que je pense qu'au final, pour pouvoir mettre en place une véritable action sociale, il faut déjà dégager des économies. Donc, le problème du gouvernement, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est toujours concentré sur les économies, sur le dos des plus faibles. Non, mais alors justement, je voudrais aller au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on gère une administration, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit locale, il y a des marges de manœuvre. Aujourd'hui, on peut faire des économies sans forcément porter atteinte aux revenus des gens. Nous, les économies qu'on a fait sur la commune d'Andon, on les a faites en travaillant... C'est sur votre commune, mais... Oui, non, mais je sais. Voilà, mais cet exemple, en vérité, il peut être bien remis au niveau national. Parlez-en à Emmanuel Macron et au Premier ministre de votre parti politique, parce qu'en réalité, si je m'engage en politique, Monsieur Tivoli, si je m'engage en politique, c'est parce que je veux participer à l'amélioration et au changement des choses. Voilà. Alors je parle de ma commune parce que je suis le petit maire d'une petite commune rurale qui se bat chaque jour pour l'intérêt de ses administrés, et je compte bien, si on me fait confiance, aller porter cette voix qui certes est différente. Là aujourd'hui on parle du national, mais je pense qu'on peut revenir du local en remontant vers le national pour faire une politique vertueuse au profit des administrés, puisque vous êtes le représentant, ou alors vous êtes trompé de parti, mais vous êtes le représentant d'un gouvernement qui a baissé les dotations de l'État envers les petites communes. Vous êtes le représentant de l'État qui a voté tous les traités de libre-échange qui tuent nos agriculteurs. Pas tous, il y a quand même là-dessus... les traités de libre-échange, excusez-moi. Certains agriculteurs n'en bénéficient pas, d'autres agriculteurs en bénéficient pleinement. Il y a beaucoup de démagogie autour de ça. Non, attendez, je parle des traités de libre-échange, je ne parle pas de la PAC.
Je parle du je parle du CETA, par exemple. Enfin, je suis désolé d'importer des poulets du Pérou. Je ne sais pas quel agriculteur en France en profite. Cet exemple-là, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui profitent largement. L'agriculture française, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je pense. En tout cas, on a l'air tous d'accord sur une chose, c'est qu'il faut faire des économies, trouver de l'argent pour financer des nouvelles actions. Par contre, si je comprends bien, je suis le seul à avoir analysé la loi de finances et savoir où sont les économies. Ah non, je vous en ai parlé d'économies. Après, fraude fiscale. L'économie n'est pas tout non plus. Absolument. Mais voilà, d'autres candidats pourraient apporter de sensibilité. 1,2 milliard d'euros, par exemple, sur la suppression de l'AME et un remplacement par une aide médicale d'urgence. 2 milliards d'euros, par exemple, par la suppression de la niche des chiffres. Bah oui, ce sont des chiffres. Vous demandez des chiffres, je ne vous réponds avec des chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans le détail. Sur les fiscales, sur les armateurs, par exemple, 2 milliards d'euros. Et si, par exemple, les 57 000 clandestins qui sont logés à Paris avec l'argent de l'État par la politique immigrationniste de tous ceux qui sont autour de la table, ne l'étaient plus, on ferait là aussi des économies, par exemple, vous voyez. Léla Tonnerre, vous souhaitez réagir? Oui, c'est la rhétorique habituelle du Rassemblement national. On connaît votre rhétorique sur les immigrés, puis les migrants qui veulent l'argent des Français, mais en réalité, les immigrés font partie prenante de la société, que vous le vouliez ou non, en fait. Donc, mon grand-père qui a immigré il y a 2 générations, a travaillé, il a construit. C'est très bien. Mais oui, mais la plupart, est-ce que... Comme les miens. Oui, comme les vôtres, très bien. Allez les voir, les migrants. Est-ce que vraiment... Moi, je connais beaucoup de sans-papiers, par exemple, qui travaillent. Mais madame, je suis justement allé les voir. Ces migrants, puisque figurez-vous que j'étais le seul élu à Châteauneuf-de-Grâce à dénoncer la location de l'hôtel par le département des Alpes-Maritimes. David Varron. Qui a signé cette location de l'hôtel? C'est une association, monsieur, financée par le département. Oui. Et qui au département, s'est engagé dans cette procédure? Qui est le dirigeant politique du département, si vous voulez dire, voilà. D'accord. Qui, monsieur Tivoli? Monsieur Ciotti. Voilà. Et merci, alors, monsieur. Mais j'ai pas dit que tout ce que faisait monsieur Ciotti. Mais alors, c'est pas parce que monsieur Ciotti nous a rejoint. Que des lois qui sont appliquées par le département. Non, mais bien sûr, je l'entends. C'est pas parce que monsieur Ciotti nous a rejoint que c'est bien. Et d'ailleurs, je l'ai dénoncé. Preuve en est que je fais mon travail. Et je reviens sur Châteauneuf, qui n'est pas dans la 2e circonscription et où le maire aujourd'hui de Châteauneuf se bat pour pouvoir assurer une tranquillité à ses administrés. Voilà, c'est tout. À propos de personnalité, un petit mot. Comment ça se fait que votre suppléante se retrouve contre vous aujourd'hui aux législatives, Indiana Porerink, qui est candidate maintenant Reconquête, alors que c'était votre suppléante jusqu'alors? Oui, c'était ma suppléante. Alors, soit elle a changé d'idée, soit elle a mal supporté son licenciement il y a 2 mois. D'accord. Parce qu'elle était ma collaboratrice parlementaire aussi. Et pourquoi l'avez-vous licenciée? Ça, écoutez, c'est des affaires entre elle et moi, c'est des affaires dans le travail. J'ai pas envie d'en arriver à parler de ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle n'a pas fait à l'Assemblée nationale. Mais voilà, c'est. D'ailleurs, il y a 2 plaintes à son encontre. Donc, je suis étonné qu'entre le mois d'avril, où elle mettait encore des photos avec moi, où elle me soutenait, puis maintenant, elle va chez Reconquête, elle qui prenait l'union des droites aussi. Simon d'Aragon, on parlait du rôle d'Éric Ciotti au département. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric Ciotti doit être exclu de la majorité départementale? Je n'ai aucune réponse à cette question pour une raison très simple, c'est que je ne le connais pas personnellement, je vous le répète. Mais là, c'est la politique qu'on juge pas l'être humain. Mon engagement est très clair, je m'engage avec la droite républicaine. Les responsables du parti feront ce qu'ils ont à faire. Je ne me positionnerai pas sur cette question. Donc vous êtes parti avec des indépendantistes comme vous, avec des gens comme Ciotti, et puis avec des gens comme qui font des alliances dans certaines circonscriptions. Je pars avec tous les électeurs de la droite républicaine qui sont les bienvenus pour me rejoindre et pour qu'on aille au bout de cette aventure. David Varron, on revient sur la mise en œuvre de la politique qui pourrait être appliquée après les élections. Qui, pour vous, pourrait être le Premier ministre pour mener cette politique? Alors, quelqu'un qui prône le rassemblement des démocrates, de la gauche à la droite démocratique. Qui ressemble à ce profil, pour vous? Je pense qu'il y a plusieurs profils qui pourraient correspondre. Là, aujourd'hui, on a Gabriel Attal. Pourquoi pas Gabriel Attal? Après, pourquoi pas un élu d'Horizon? Pourquoi pas un élu qui soit issu de la gauche républicaine? Quelle est la première mesure que vous souhaiteriez voir appliquée? La mesure, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est le rétablissement des comptes publics. Parce que pour pouvoir mener une politique, il va falloir rétablir les comptes publics pour pouvoir avancer et faire prospérer le pays. Aujourd'hui, on en est là. Il faut à tout prix qu'on puisse
garder notre indépendance. Et pour pouvoir garder notre indépendance, il nous faut une indépendance financière. Voilà. Ça marche. Alors, une question qui s'adresse, on va finir avec les questions politiques, mais c'est important, une question qui s'adresse à Simon d'Aragon, Leila Tonnerre et David Varron. Appliquerez-vous le barrage républicain si M. Tivoli est le mieux placé pour l'emporter? M. d'Aragon d'abord. Je n'aurai pas de consigne de vote pour mes électeurs, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si on est en face de Mme Tonnerre et M. Tivoli sont face à face, ça sera pas de consigne de vote. Chacun votera en son âme et conscience. Et si c'est M. Varron? Chacun votera en son âme et conscience, je n'aurai pas de positionnement. Madame Tonnerre? Pas de positionnement. D'accord. Même si c'est M. Varron contre M. Tivoli? Pour moi, il y a aujourd'hui, notre candidature, donc NFP, le Nouveau Front Populaire, et puis les autres. Il y a 2 modèles de société. Il y a l'égalité, l'égalité entre les gens, la solidarité. D'accord. Et puis de l'autre côté, l'individualisme. Le centrisme et l'extrême droite alors. Et M. Varron? Alors moi, je vais tout simplement vous répondre ce que je vous ai dit au début. Je suis gaulliste. Donc à partir de là, je pense que vous aurez compris ma position. Voilà. D'accord, ce sera Nini entre on verra. Les deux extrêmes. Je suis gaulliste. Et juste une dernière question aussi là-dessus, Leila Tonnerre et Lionel Tivoli, qu'est-ce que vous répondez à Kylian Mbappé quand il dit qu'il appelle tous les jeunes à aller voter car les extrêmes sont aux portes du pouvoir, en vous visant vos deux alors partis. moi je suis extrêmement étonnée, surprise d'entendre que le Nouveau Front Populaire et l'extrémisme on prône des valeurs humanistes, républicaine, d'égalité entre les gens, de respect entre les gens, d'égalité même en matière d'écologie notamment, et on n'a rien d'extrême. Je ne comprends pas en fait. Vraiment. Moi je lui réponds qu'il a tout simplement le droit de le dire, que je ne me sens pas concerné, que mes électeurs ne se sentent pas concernés par ce qu'il dit. Peut-être faudrait-il qu'il sorte de son terrain de foot et de ces milliards d'euros qu'il gagne, qu'il vienne voir sur le terrain ce que ressentent les Français qui font confiance au Rassemblement National, au parti que je représente, et peut-être qu'il changera d'avis. Donc je lui dis, allez, viens voir sur le terrain. Donc pour vous, le Rassemblement National est clairement visé par les propos de Kylian Mbappé? Non, je ne me sens pas impliqué ni désigné par les propos de Kylian Mbappé, qu'il les précise. Et puis si tant est qu'il nous visait, écoutez, je lui répète, viens sur le terrain avec moi. Alors, quelques questions spécifiques à la 2e circonscription. Simon d'Aragon, quel est, de votre point de vue, le premier problème dans la circonscription? Je dirais que les problématiques sont les mêmes que celles qui existent au niveau national, la sécurité et les problématiques liées au fonctionnement des services publics. Mais si vous me permettrez, je préférerais parler des atouts de cette circonscription, qui est exceptionnelle. On vit dans une région exceptionnelle. Donc pas besoin de changer de candidat puisque tout va bien. Évidemment, il y a un certain nombre de problématiques, notamment liées à l'absentéisme de M. Tivoli, on en a parlé au début, mais... Ah bon, vous pensez que les habitants sont touchés du fait qu'ils ne m'auraient pas vu, mais c'est pas vrai. Vous manquez terriblement aux habitants, M. Tivoli. Alors, c'est quand même le rôle d'un député d'être le représentant des électeurs d'une circonscription, mais c'est pas le sujet, encore une fois, c'est pas la question que vous m'avez posée, donc je vais y répondre. Non, cette circonscription, elle est incroyable. Il y a le pôle d'excellence des parfumeurs de Grasse, il y a la cité de la culture, de l'art et de la culture à Vence, il y a la zone industrielle de Carrosse, il y a de la nature. Il y a des paysages exceptionnels. On est tous d'accord, pour ceux qui connaissent la 2e, c'est une formidable circonscription. Alors peut-être si je devais noter un point qui est important, qui concerne plutôt la ruralité, je crois que c'est une problématique là encore qui nous concerne, nous, mais qui est peut-être nationale. Il y a un sentiment d'abandon dans les communes rurales. L'État s'est écarté de ses obligations, certainement peut-être par manque de moyens, en rassemblant les services publics dans des endroits stratégiques. Et je crois qu'il est temps de remettre l'État de la même manière qu'on doit le remettre sur le terrain au niveau de la sécurité. Il faut également remettre l'État dans les communes rurales pour que les citoyens ne se sentent pas abandonnés. Merci. Leila Tonnerre, quel est le quel est le premier problème auquel est confrontée cette circo? Alors à mon sens, la problématique de logement, c'est une problématique, on est en pénurie de logement dans notre circonscription parce que le foncier est tellement cher près du littoral que les gens montent. Et du coup, problématique de transport. Il y a des endroits enclavés dans le Haut-Pays.
Et après, évidemment, il y a des atouts. Il y a des atouts. Les associations, la présentation de nombreuses associations, des gens qui sont sur le terrain, qui agissent concrètement pour les leurs. Et donc ça, c'est un bel atout, en plus de, évidemment, la diversité de la circonscription, des 3 villes. Voilà. Et des quartiers populaires qui sont quand même en nombre. On en a à Carros, à Vence et à Grasse. Donc ce sont des quartiers politiques de la ville qui concentrent une population riche et courageuse. Voilà. Lionel Tivoli, le premier problème qui demeure dans la circonscription. Notre circonscription, c'est une petite France. C'est une circonscription qui regroupe finalement toutes les problématiques françaises. C'est une belle circonscription, mais qui est finalement victime de toutes les insuffisances de l'État. Du côté rural, problématique liée au transport. Quand vous dites que voyez, je ne suis pas présent, le maire de Pierre-Lasse le disait la même chose hier, c'est un mensonge. Je l'ai d'ailleurs démontré à vos équipes puisque j'ai eu des échanges, je l'ai aidé pour sa ligne. Le maire de Conségude, pareil. Donc je suis très... Combien de temps on met d'un point à l'autre la circonscription? À peu près 2 heures. Ouais, c'est très long. Donc les transports, donc les transports, l'aménagement du territoire. Mais il y a aussi des problèmes liés à l'insécurité et au trafic, notamment Carros et Grasse. Et avec la mort, par exemple, de ce jeune de 15 ans, c'est pas sur ma circonscription, c'est aux portes de cette circonscription, et c'est dramatique. Voilà. Et nous avons les problèmes économiques liés au pouvoir d'achat. Donc en fait, si effectivement Jordan est Premier ministre, je peux garantir aux habitants de ma circonscription qu'ils retrouveront de la sécurité à la fois dans la rue, mais de la sécurité sur leurs finances. Alors la sécurité, excusez-moi... Allez-y, donc la sécurité, pour vous, ça se résume, monsieur le député sortant, à les délinquants qui seraient dans la rue. Écoutez, madame, l'insécurité, ça serait... Je ne comprends pas votre question. Vous savez, je vais vous dire, j'ai rencontré dans le cadre de mes activités associatives, j'ai rencontré le commissaire de Grasse qui m'a indiqué que on est plus en sécurité à Grasse qu'à Cannes ou à Nice. Vous voyez ? Mais je n'ai pas dit le contraire. Oui, mais vous parlez. Alors déjà, en plus, vous instrumentalisez la mort d'un jeune homme. Vous savez même pas. Vous connaissez pas les familles. C'est un jeune qui a été tué gratuitement, qui ne fait absolument pas. Et donc c'est bien ? Mais non, mais pas du tout. Moi, j'ai une autre conception en fait de ce qu'est la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est la sécurité de base, c'est-à-dire manger à sa faim, se loger correctement dans un. Ah bah. Oui, vous êtes allé voir un peu dans quoi logent les gens qui sont dans les quartiers populaires, par exemple ? Mais bien sûr, madame, parce que j'en suis issu et ma famille en est issue d'une grand-mère femme de ménage. Donc je connais ce que c'est. D'accord. Donc ça suffit. Pas femme de ménage ? Non, mais ça suffit en fait. Je sais pas. Donc non, mais non, parce que la sécurité, en fait, c'est pas uniquement exprimer ce sentiment de peur voilà, c'est pas que la délinquance. Vous parlez de la sécurité financière, mais moi je vais parler de la sécurité dans la rue, madame. Monsieur Farron, sur la sécurité, est-ce que c'est un sujet prégnant ? Il y a un ressenti d'insécurité. Oui, il y a un ressenti d'insécurité. Oui, je parle pour le territoire et notamment le haut pays, effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'incivilité. Il va falloir remettre de l'ordre. Quand vous dites ressenti, c'est bien une réalité, c'est pas juste un sentiment. Il y a des faits de délinquance qui existent sur le haut pays, voilà, qu'on ne connaissait peut-être pas avant. Voilà, aujourd'hui... C'est davantage l'incivilité, si je vous suis bien. L'incivilité, il y a quelquefois d'autres problèmes un peu plus graves, mais c'est vrai que ce ressenti et ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de mettre davantage d'ordre. Et de lien social aussi. Et de lien social, parce que les deux vont ensemble. Et là sur ce sujet, je vous rejoins. Il faut du lien social. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se rencontrent, il faut pouvoir essayer au mieux de les accompagner au quotidien, dans le transport, dans la santé. On a la chance d'avoir une circonscription quand même exceptionnelle, qui part de villes, et qui va jusque dans le Mercantour, avec aujourd'hui, parce qu'il y a une petite chose qui a changé, c'est le nom du ministère de l'Agriculture. Vous le connaissez ? Allez-y, parce que... C'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Absolument, oui, pardon. Aujourd'hui, la 2e circonscription des Alpes-Maritimes a un atout exceptionnel à faire valoir. Elle peut encore nourrir c'est cet ses atout. habitants. Exact. Alors, elle ne peut pas encore les nourrir, parce que l'autonomie alimentaire des Alpes-Maritimes, c'est un jour. Mais par contre, où produire aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, si ce n'est... Alors, il y a d'autres circonscriptions, mais la circonscription la plus importante pour pouvoir relever ces défis, et on les a vus, là, notamment avec les agriculteurs,
c'est dans la deuxième circonscription où on pourra tirer notre épingle du jeu. Monsieur Daragon, sur la sécurité, ce drame qu'on évoquait le 24 mai, un adolescent de 15 ans tué en pleine rue à Grasse, c'est marginal ou c'est le symptôme de quelque chose de plus profond? Je ne rentrerai pas dans le détail de cette affaire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ma première mesure, ce sera de prôner le retour de l'ordre dans le pays. Et l'ordre, c'est plusieurs choses. C'est évidemment le retour de l'ordre dans la rue et à nos frontières. Dans la rue, pourquoi ? Parce que les gens se sentent en insécurité, c'est une réalité. Et à nos frontières, parce qu'on est dans les Alpes-Maritimes, on est une passoire, on manque de moyens. Aujourd'hui, on a des personnes en situation régulière qui entrent sur le territoire. On a des statistiques de reconduction qui sont pas bonnes, donc dans nos rues et à nos frontières. L'ordre public également à l'école. C'est à l'école qu'on va faire ce travail-là, de préparer les citoyens de demain en leur transmettant les valeurs qui sont bonnes et les valeurs qui doivent faire d'eux aux écoles aussi. Comment ? Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'argent pour les écoles et les services publics. Ça fait sans aucun doute aux équipes pédagogiques d'être à l'aise, de pouvoir, on est tout à fait d'accord. Travailler dans de bonnes conditions. Vous mettez à dépenser alors par contre, je peux vous parler des économies et de où on trouve de l'argent. Ça, moi, je peux vous en parler en détail sans aucun problème. Et les Français, d'un point de vue social, c'est fini pour eux si... Vous êtes sur le programme de François Fillon, 500 000 fonctionnaires de moins ? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Les économies, elles peuvent se faire de manière beaucoup plus visée. On rentre dans le détail ? Non, on va pas rentrer trop dans le détail, mais non, on a déjà parlé comme vous voulez. Moi, du chapitre économique. Je suis passionné, la fiscalité, on peut en parler. On va revenir à la circonscription. Alors, quelques questions plus légères. Leïla Tonnerre, quel est votre endroit préféré dans la circonscription ? Grasse, centre-ville, centre historique de Grasse. C'est un endroit... Vous êtes né ? J'y suis né, j'ai grandi, j'ai des souvenirs émus, je me suis fait une joie d'y retourner. Il y a une richesse incroyable dans ce centre-ville, il y a un patrimoine incroyable et une population d'une richesse... Si vous n'êtes pas élu député, vous pouvez prendre la direction de l'Office de tourisme de Grasse. Ouais. Monsieur Tivoli, qui incarne le mieux cette circonscription, selon vous, à part le député Qui incarne... Est-ce qu'il y a une personnalité, pour vous, qui incarne cette deuxième circonscription ? Ah bah écoutez... Quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un qui bouge pour ce territoire ? Écoutez, je pense nos agriculteurs. Je pense que je vais parler de nos agriculteurs parce que ce sont eux qui font aussi, en partie, vivre le territoire. J'ai un immense respect envers eux et en tout cas, ce sont des personnes qui ont tout subi depuis des décennies. Ce sont les personnes qui nourrissent les Français. Et je dois dire que j'ai vraiment une admiration envers toutes ces personnes-là qui sont un peu la France des oubliés, dont on ne parle jamais et qui se sont relevées il y a quelque temps. David Varone, une question très sérieuse. Quelle est la meilleure table de la circonscription ? Et vous n'avez pas le droit de parler d'Andon. J'ai pas le droit de parler d'Andon. Je vais parler du restaurant de la Colette à Escragnole. C'est Pourquoi ? celui que parce qu'on y mange très bien et que la patronne est une amie et voilà. Donc je pense à elle. J'y vais régulièrement. Alors ça m'embête de pas pouvoir parler de ma commune, mais il y a d'autres très bons restaurants sur la Circo. C'est parce que là c'est proche de chez moi. Bon, vous nous donnerez les adresses pour Andon. Très bien. Simon Daragon, une soirée idéale à passer dans la deuxième circonscription. Conseillez quoi ? C'est très compliqué la question que vous me posez. La soirée, jeudi soir, 19h30 pour la réunion publique que j'organise à Grasse. Une Je belle sais pas si ça fasse rêver tout le monde quand même, franchement. Très bien. Alors, on parlait de la ruralité. On voit bien que c'est un élément important aujourd'hui dans le vote des Français d'une manière générale, c'est-à-dire en fait ce clivage électoral entre la France rurale et la France des métropoles, comme on dit. Est-ce que c'est particulièrement prégnant dans cette circonscription et comment concrètement contribuer à sa résorption ? Madame Tonnerre, qu'est-ce que vous conseillez ? Parce que c'est vrai qu'on est sur une circonscription extrêmement rurale pour le coup. Tout à fait. La ruralité, c'est... Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses ? Moi, je m'inquiète des déserts médicaux dans la ruralité. Il faut amener des médecins. Encore une fois, les transports. Il faut reconnecter... Oui, mais il faut, c'est pas si simple, parce que je pense quand même que et M. Tivoli et les dirigeants de ce pays font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Est-ce que vous avez des mesures concrètes ? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant pendant cette campagne ? Notamment sur les déserts médicaux. Quel type de réponse on pourrait apporter ? Faire des maisons médicales. Il y en a déjà. Oui, mais on fait comment ? Parce que c'est pas les bâtiments qui manquent aujourd'hui, c'est les êtres humains, ce sont les praticiens. Comment on fait venir les praticiens dans les pays ? Pour les encourager je sais pas. C'est une question qui est importante pour une circonscription aussi rurale que celle-ci. C'est vrai. Hein ? Monsieur Tivoli ?
Oui, il me semble, des maisons médicales, il y en a déjà. Ce qui est important pour notre ruralité, c'est permettre à nos agriculteurs de mieux vivre de leur métier, et notamment en leur permettant de ne plus vivre uniquement de la PAC. Je crois aussi qu'il faut revoir notre territoire et ne pas oublier nos services publics. Parce que nos services publics ne sont pas là pour avoir de la rentabilité. Nos services publics, les transports, les trains, la région ferme de plus en plus de guichets de gare. Ça c'est très facile à dire, mais comment on les finance ? Parce que le problème c'est que si on les ferme, c'est pour des raisons de coût. C'est faux. C'est faux. Je prends l'exemple d'une gare, de celle de Golfe-Juan par exemple. C'était 400 000 euros par an de recettes pour un seul salarié. Elle était rentable. En fait, les recettes ne servent pas qu'à faire tourner la gare, faire tourner les SNCF en général. Non, mais je parlais des recettes de cette gare. En tout cas, oui, mais il y a une rentabilité. Vous savez, sur ma liste, j'avais le directeur de gare de la gare de Cannes et de Valrus qui m'assurait qu'il y avait une rentabilité. En réalité, je crois qu'il faut changer de logiciel. Il faut arrêter de se dire que on va tout concentrer sur le littoral. Il faut arrêter de dire que l'on va Mais ça c'est facile à dire, mais concrètement comment on fait? Si vous avez une mesure, parce que là pour l'instant c'est des incantations, je peux le dire aussi moi. Mais je parlais par exemple pour nos agriculteurs, je vous parlais de la PAC. Nous parlons d'avoir une PAC au niveau national, par exemple. Ça c'est une mesure que nous avons proposée. Nous avons proposé à l'Assemblée nationale systématiquement. La PAC dont on rappelle que la France en bénéficie davantage qu'elle ne D'accord, mais la PAC vient d'où? La PAC vient de l'Europe et nous sommes contributeurs nets de l'Europe à 12 milliards d'euros. Donc nous payons 12 milliards d'euros. Sur la PAC, c'est pas le cas. Mais non, mais c'est l'Europe, la PAC. Donc, dans tous les cas, c'est l'argent que les Français ont donné à l'Europe qui revient à la France. Mais vous m'avez fait perdre le fil. Du coup, sur les agriculteurs, par exemple, effectivement, le moyen d'aider concrètement les agriculteurs Voilà, en fait, la France, par exemple, au travers de tous les gouvernements successifs, et par exemple, notamment de celui de M. Varone, a surtransposé les normes européennes. Nos agriculteurs, en fait, quand l'Europe dit, ben voilà, vous avez 10 normes, la France va vouloir jouer le meilleur élève et leur en proposer 12, si 15, 16. Une pression des consommateurs aussi, on accuse toujours Bruxelles, mais il y a beaucoup de consommateurs. Non, ça j'y crois pas. Je pense pas que les consommateurs veuillent de plus en plus de normes. Je crois que les consommateurs veulent aider nos agriculteurs, que nous voulons fonctionner en circuit court et ne plus commander notre viande ni au Pérou, ni dans d'autres pays américains par exemple. Viande qui est élevée dans des conditions délétères souvent, dans des conditions sociales liées au travail, aux travailleurs qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Par conséquent, les consommateurs qui veulent consommer local, ils peuvent très bien le faire aujourd'hui sans aucun problème. Monsieur Laragon. Oui, mais c'est plus cher à cause de ces normes. Je suis désolé de réagir encore. Encore une fois, on parle de mesures. En face, aucun moyen d'avoir des rentrées supplémentaires, des rentrées dans les finances publiques. Moi, je vous prends un exemple très simple. La TVA, qui est un impôt qui est considéré par certains comme injuste, mais qui est globalement indolore. Vous prenez par exemple la TVA sur les limonades, les sirops. Ouais. On est à 5,5%. Est-ce que ce serait incohérent d'imaginer de passer ce taux à 10%? Je ne sais pas, je pose la question. On rappelle que je tranche pas. Le gouvernement Nicolas Sarkozy qui avait baissé la TVA sur les restaurateurs. C'est un exemple. Et les gouvernements s'en mordent les doigts. Moi, je peux vous répondre. Si vous voulez, un autre exemple, juste pour comme ça vous répondez sur les deux si ça vous convient. Également, tout ce qui est CIR, qui est prestations liées aux animaux, on est à 5,5%. Est-ce que ce serait incohérent de passer à 10? Je prends juste deux exemples. Encore une fois, je ne tranche pas la réponse. Je dis juste qu'il faut que nous tous, en tant que futurs représentants de l'État, il faut qu'on se plonge dans le technique pour savoir où est-ce qu'on trouve de l'argent. C'est bien beau de dire fraude fiscale, fraude sociale, on économise. Alors, si vous permettez, je reviens sur la 2. Je reviens sur la 2 parce qu'on parlait d'un sujet sur la ruralité, un sujet important, oui, qui est l'agriculture. Aujourd'hui, il faut... Alors, l'agriculture, les transports, la médecine. Pour pouvoir développer ce genre d'activité sur le territoire, il faut le rendre attractif. Il faut trouver des moyens de diversifier l'action de notre haut pays. Et vous pensez à quoi, là? Je parle, par exemple, d'un lycée agricole. Quel endroit est le mieux placé pour créer un lycée agricole dans les Alpes-Maritimes? Voilà. Pour les déserts médicaux, à part des primes. Non, mais je veux bien. Oui, vous me parlez de non, je ne suis pas conseiller régional. Non, mais je suis élu de pays et on parle depuis tout à l'heure
Et parce qu'on On a parle dit de tout voter à l'heure. des lois, monsieur. Non, mais on Pas vote de des lois, mais on parle d'animer aussi le de ce qu'on territoire. appelle l'autonomie alimentaire. Ça participe quand même. Bah, je sais pas, Non mais écoutez, je attendez, vois pas ce qu'on peut faire on sur parle un lycée d'autonomie qui a- alimentaire, il faut nous donner les moyens d'arriver à cette autonomie alimentaire. Oui. Pour nous donner les moyens d'arriver à cette autonomie alimentaire, dans les Alpes-Maritimes, il y a peut-être une opportunité, voilà, pour développer le haut pays, pour pouvoir créer de l'attractivité, parce que je les entends, moi, les administrés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent rester vivre au haut pays. Ils veulent rester vivre au haut pays. Ils veulent de l'activité sur le haut pays. Alors il y en a qui sont en capacité de créer leur entreprise, il y en a qui ne le sont pas et qui cherchent du travail. Aujourd'hui, il va falloir développer le travail sur la deuxième circonscription en trouvant des domaines qui puissent correspondre aux enjeux de la deuxième circonscription et notamment aux enjeux du haut pays. Et je pense que la deuxième circonscription, dans ce cadre-là, a sa carte à jouer. Et on réglera de par la même, puisqu'on développera intelligemment la circonscription, on développera de fait le transport, la médecine, on encouragera les gens à venir s'installer dans le haut pays. Et c'est comme ça qu'il faut la jouer. Mais Voilà, non, je ne suis pas conseiller régional, monsieur C'est pas ce que Tivoli. je vous ai dit. Merci. Je vous ai dit que tout ce dont vous parlez, ce sont des prérogatives d'un conseiller régional. Et là, vous postulez Oui, mais pour un être député, un député, il défend ce genre de dossier, monsieur Tivoli. Il est présent, il vient, il discute avec les gens. Oui, Voilà. c'est ce que j'ai fait Voilà. sur la circonscription. Bien. Bah, pas sur la Mer- mienne. Merci. Enfin, pas sur ma commune en tout cas. Merci pardon. à tous. Alors, notre débat arrive à son terme. Pour finir, on va vous donner 30 secondes chacun pour convaincre. Je vais charger Frédéric de faire le gong. Absolument. David Varonne, 30 secondes pour convaincre. Alors écoutez, je suis très fier moi d'être candidat sur la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes. Je suis content d'avoir participé à ce débat. Écoutez, si je suis élu député, je serai un député de terrain, présent, à l'écoute des maires, à l'écoute des citoyens. Et je compte m'engager pleinement dans le mandat si je suis élu. Très bien. Et vous n'avez consommé que 19 secondes. Bravo. Leïla Tonnerre, même question. Donc effectivement, je suis honorée aussi de représenter le NFP pour la seconde circonscription. Si je suis élue députée, je vais être un visage de la population française qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on n'entend pas également. Et je veux dire aussi que non, je ne suis pas à la recherche d'un poste ou je ne suis pas candidate. C'est pas quelque chose qui Merci. Oh. Merci. Lionel Tivoli, Désolé. 30 secondes pour convaincre les électeurs de vous choisir à nouveau. Il y a 2 ans, j'ai été élu député de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes. J'ai été très honoré de servir les habitants des Alpes-Maritimes de la deuxième circonscription, mais les Français aussi. La majorité, représentée par monsieur, c'est 23-49-3, dont 0 motion de censure votée par monsieur. Je crois que le débat va réellement s'installer. Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon puisse accéder au pouvoir. Et là, il faut se mobiliser pour que Jordan Bardella puisse les représenter à l'Assemblée nationale et que nous n'ayons pas Merci, la Lionel bordélisation de l'Assemblée Merci. nationale. Simon d'Aragon. Chers électeurs de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes, je m'appelle Simon d'Aragon et je veux devenir votre député. Pas pour le prestige du titre, mais bien pour établir l'ordre et la sécurité. Évidemment, la sécurité dans nos rues et à nos frontières, mais aussi l'ordre à l'école et dans nos comptes publics pour que notre avenir soit plus prospère. Je veux aussi incarner le renouveau de la vie publique dans notre pays comme dans notre circonscription. Je veux surtout rentrer à l'Assemblée pour défendre nos convictions. Je suis et serai votre représentant, défenseur de nos valeurs républicaines. Merci, monsieur d'Aragon. Si vous me permettez, c'était chronométré à 30 secondes. Oui, mais vous avez pris 1000 avantages. Hein. Alors le 30 juin prochain, Attendez. si vous me permettez, j'aurai besoin de chacun d'entre vous. Chaque voix va compter. Il s'agit d'une campagne historique. C'est pour ça que je suis devant vous. Merci. Merci à vous quatre pour ce débat et ces échanges. Merci Frédéric. Merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission. Vous pourrez retrouver le compte-rendu de ce débat dans les colonnes de Nice Matin ce mercredi, donc dans les éditions Grand Ouest et Nice Métropole de Nice Matin. Et on se retrouve demain soir sur ce plateau pour un nouveau débat consacré, Frédéric. À la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, Nice, Falicon, Saint-André-de-la-Roche et la Trinité. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.